Voilà, allez, 5, 4, 3, 2, 1, top, c'est parti. Je suis très heureuse de recevoir aujourd'hui Philippe Simbert, que vous connaissez tous, surtout ceux qui lisent sur Kobo, parce que tu as fait un carton sur Kobo avec Tata Lucie, mais pas seulement sur Kobo, hein. Voilà, et tu es, comme tu me le rappelais il y a quelques minutes, un des pionniers de l'édition indépendante, enfin je sais pas comment, on ne sait plus comment appeler ça, mais tu vas nous en parler. Alors, est-ce que tu peux te présenter en quelques mots? Alors tout d'abord, Alice, je voudrais te remercier pour cette interview qui est tout simplement formidable. Et oui, je suis Philippe Simbert. J'ai commencé dans la bande dessinée chez Albin Michel, chez Delcourt. J'ai fait 14 albums. Et puis ensuite, il y a eu la crise de la BD, tout ça. Et donc, je me suis tourné vers le roman. J'ai commencé par L'héritage de Tata Lucie, petit roman qui se déroule en Béarn. J'y croyais pas, pas mal, oui. J'y croyais pas du tout. C'est une petite comédie sans prétention. Et ça a été, j'ai fait un carton terrible. J'en ai vendu 80 000 exemplaires. Les gens ne veulent pas me croire quand je leur ai dit que j'en ai vendu 80 000 exemplaires. Avec l'édition France Loisirs, évidemment. Là, sur France Loisirs, j'en ai vendu 33 000. En numérique, j'en ai vendu 30 000. Plus les éditions poche et les éditions brochées. Voilà. Puis j'ai continué. C'était l'époque où les versions numériques débutaient. Tu en sais quelque chose. Donc, nous avons bien cartonné en numérique. Les versions papier se sont aussi très bien vendues. Et puis j'ai continué. Donc Bravo. Je suis ravi en tant qu'indépendant. Génial, génial, génial. Alors ça, c'est un parcours, c'est vrai parmi les indés, il y a les deux catégories. Il y a ceux qui se lancent et qui n'ont pas du tout envie, c'est les jeunes générations, je dirais, qui n'ont pas du tout envie de se frotter à l'édition parce qu'ils ont pas envie d'attendre les réponses, etc., etc. Et qui ne croient peut-être qu'à moitié en eux aussi, alors ils se lancent en indé comme ça. Et puis tu as ceux qui ont tâté de la chose, qui ont eu affaire aux éditeurs, qui ont envie d'essayer, pas forcément tout azimut autre chose, mais aussi autre chose, disons, et qui finalement en sont très heureux. Donc, et puis après, t'as d'autres gens qui sont ensuite approchés par les éditeurs. Et là, il y a encore deux catégories, ceux à qui ça réussit pleinement et ceux qui en reviennent et qui se disent mais finalement, je gagnais mieux quand... voilà. Et oui. Puis tu as les hybrides aussi, ceux qui travaillent en indé, ceux qui sont publiés chez les éditeurs. C'est mon cas. Moi, je suis hybride. Voilà. Après, je discutais avec une personne de 80 ans qui voulait que je l'aide au milieu dans l'édition indépendante, mais quand il s'est rendu compte du travail colossal, je dis bien colossal, que représentait l'édition indépendante. Dans l'édition indépendante, il y a avant tout édition, et ça, il y a beaucoup de gens qui l'oublient, tu vois. Au niveau de la promotion, au niveau des maquettes, au niveau de tout, quand il a vu le boulot, il m'a dit « je retourne chez les éditeurs ». Je retourne chez les éditeurs. Non, c'est un travail colossal. Il faut vraiment en prendre compte. Quand on veut bien le faire. Mais bon, on en parlera après en off parce que c'est pas le but de cette interview. Moi, je t'ai invité parce que je voulais parler de tes romans, de ce que tu écris, de ta vie d'écrivain, du contenu de tes romans. Hein. C'est vraiment le but de cette interview. Et donc, je voulais dire que bien sûr, j'avais déjà lu Tata Lucie, mais c'était le seul que j'avais lu de toi, donc j'en ai relu d'autres là. Et je me suis rendu compte que tu métissais beaucoup. D'ailleurs, tu te décris comme ça sur ta page d'auteur. Hein. Tu aimes le métissage des genres, donner de la chair aux personnages et élaborer des fins surprenantes. Alors, c'est plein de rebondissements, il y a beaucoup d'humour, particulièrement d'humour, mais tu as aussi écrit un roman qui est, on va dire, un peu sombre. C'est une histoire d'amour, parce que tu dis que c'est une romance, mais moi je trouve pas que c'est une romance, c'est plutôt une histoire d'amour sombre, on va dire, hein. Qui m'a fait penser un peu à Claude Seignol, ou cette atmosphère un peu, parce que c'est à la campagne chez les paysans. Et puis tu en as lu d'autres que j'ai pas lus, donc moi je me suis en fait cantonnée surtout aux comédies et à ta série sur les héritages. Alors, il y a de l'humour noir dans ce que tu écris, c'est parfois cruel, hein, c'est cruel sur les êtres humains. Tu n'es pas tendre, hein. Tes personnages, je dirais pas qu'ils sont franchement attachants parce que on a envie de les baffer assez souvent. Ils sont agaçants, et ils évoluent souvent au milieu de familles qui sont parfois franchement odieuses. Mais tout ça fait une espèce de cocktail qui fait rire. Parce qu'il y a de la méchanceté, mais elle est sarcastique, et l'histoire est un peu pareille. Alors, je vais citer très rapidement tes romans.
Le dernier, c'est celui dont on va parler plus particulièrement, c'est Longue est la route pour le Valhalla. Alors j'avoue que j'ai été attirée par le titre et que c'est à cause de ça que voilà, j'ai tiens, Philippe Saimbert il a ressorti ça, ça m'a donné envie de le lire et c'est comme ça que je me suis dit mais j'avais pas pensé jusque là à t'inviter alors que parce que tu crevais tout, enfin je veux dire voilà, tu es omniprésent sur les réseaux mais trop tellement que voilà, on te voit plus et donc ce titre m'a attirée. Et c'est grâce à ça que j'ai pensé à t'inviter, donc je suis très contente que tu aies choisi ce titre. Et il y a L'héritage de Tata Lucie, qui est la série des héritages, Les 11 serpents, série des héritages, Loin des fauves, qui est le roman d'amour un peu sombre. Après, il y a Il faut marier Bertrand, qui est une comédie, mais une comédie un peu où peut-être un peu autobiographique, je ne sais pas, mais où tu retournes en tout cas sur les années de ta jeunesse. Voilà. Et puis il y a 2 romans que j'ai pas, je sais pas trop de quoi ça parle, Le fossile d'acier et L'or de Piarine. Voilà. Et je cite pas les BD parce qu'il y en a trop. Voilà, non, les BD, comme tu disais, j'adore le métissage des genres. J'adore de passer de la comédie à la science-fiction, au drame dans Loin des fauves, au thriller dans Breakpoint chez Albin Michel, quand j'avais publié chez Albin Michel. Bon, et quelque part, ça déstabilise aussi mon lectorat qui me connaît surtout, tu vois, dans la comédie. Et je sais que quand Le fossile d'acier, qui est une histoire fantastique, violente, crépusculaire, avec une fin très très marquée, très noire, vraiment. Et il y a beaucoup de lecteurs qui m'ont dit c'est terrible, c'est terrible. Tu penses ils venaient de Tata Lucie, sont tombés sur Le fossile d'acier. Ça a été le choc, tu vois. Je peux t'assurer que ça a été le choc. Bon, après c'est un roman que j'aime beaucoup parce que si on a tous une facette, il y a la facette légère, pleine de fantaisie en nous. Il y a beaucoup de fantaisie en moi, dans mes écrits, tout ça, mais il y a aussi quelque chose il y a une part sombre, tu vois, chacun de nous. Voilà. Et Loin des fauves, j'exprime aussi cette part un peu sombre, tu vois. Et comme tu l'as très bien dit tout à l'heure, en fin de compte, c'est pas une romance. On est plus proche du drame qui se finit bien entre guillemets plutôt que dans la romance. Et ça je crois que tu l'as bien saisi. Bien entendu, je me nourris énormément de mon vécu. Par exemple, pour Loin des fauves, je me suis nourri du combat contre un élevage industriel que nous avons mené au village. Bon, on va pas développer. Non, mais justement, Philippe, c'était ma question suivante parce que j'ai dit tout à l'heure que tu n'étais pas tendre avec les humains, mais bon, les animaux aussi parfois en prennent pour leur grade. Et pourtant, la cause animale t'est très chère. Donc voilà, je voulais que tu nous en parles un petit peu, justement. Tout à fait. Donc, je te dis, j'étais pas tout seul, mais nous avons été plusieurs au village à nous battre contre l'implantation d'un élevage industriel. Donc, on s'est battu, on a gagné, on a gagné. Donc, je me suis nourri de cette histoire. Ça a été vraiment, ça a été très marquant parce que la nature humaine elle est ce qu'elle est. Donc, il y a eu des pour, des contre. Ça a été assez violent. Je reconnais que ça a été assez violent. Et je suis fier de ce combat. Et puis, quelque part, je m'en suis donc nourri pour Loin des fauves. Et voilà. Et puis, quand je vois, tu vois que je sais pas qui c'est qui favorise les élevages industriels par rapport aux petits agriculteurs qui sont tous en train de mourir. Tu vois, les petits agriculteurs, les moyens agriculteurs, ils sont tous en train de mourir dans l'indifférence générale, tu vois, comme les petits libraires, tu vois, c'est pas le même combat, mais enfin, eux aussi sont tous en train de mourir, et je trouve ça déplorable. Voilà, on les laisse mourir, tous ces gens-là, alors qu'ils font des choses de qualité, et voilà, pour favoriser les élevages industriels, pour favoriser les grands groupes, voilà, il y en aurait sur les libraires aussi, les pauvres, il y en aurait des tonnes et des tonnes et des tonnes à raconter. C'est pour ça que moi j'ai toujours été partisan. On va me dire, tu es un utopiste, tu es un rêveur. Ben oui, je suis un rêveur. Qu'est-ce que tu veux, c'est mon métier de rêver. Bon, j'ai dit, il faudrait donner, il faudrait aider ces gens-là, leur donner des subventions massives. Je dis bien des subventions massives aux petits libraires, aux petits agriculteurs, à tous ceux qui souffrent. On a quand même 9 millions de pauvres en France. Et bon, je suis syndiqué depuis longtemps, donc c'est mon cheval de bataille. Bon, ceux qui me connaissent, je leur casse suffisamment les pieds. Donc voilà, je suis pour aider tous ces gens-là et qui font de la qualité, qui se battent, parce que les petits libraires aussi se battent. Et voilà, voilà où nous en sommes maintenant. Voilà, c'est pour ça que j'ai été fier quelque part
de parler de ce combat dans Loin des Fauves. Super. Voilà, même avec une héroïne qui est extrême. Hein. Bah, je sais pas si tu as lu le roman, mais l'héroïne est extrême dans ses réactions. Elle est vraiment extrême. D'ailleurs, elle va jusqu'au bout de ses convictions. Et il y en a qui m'ont dit, elle va trop loin. T'aurais pas dû faire ça, patin, couffin. Bon. Non, mais il faut. C'est un personnage de roman. C'est un personnage. Alors, si dans les romans on peut pas faire l'extrême, alors on sait pas. Je veux dire. On est d'accord. Oui. On est d'accord. Alors, on va parler maintenant du troisième tome de cette trilogie que tu as consacrée aux histoires d'héritage. Alors, d'abord, première question, est-ce que tu peux, enfin, c'est pas une question, est-ce que tu peux nous pitcher très rapidement Longue et la route pour le Valhalla? Ah oui, tu sais, le pitch est assez simple. Hein. Bon, c'est deux frères et leur père qui héritent d'un domaine. Hein. Malheureusement, ils n'ont pas l'argent pour payer les droits de succession et ils vont devoir revendre le domaine. Mais il y a une clause suspensive pour la vente. Ils sont obligés de vendre le domaine avec 4 animaux qui sont présents dans le domaine et ce sont des animaux plus ou moins caractériels et impossible à vivre. Donc alors ça va être une succession de gags, de situations épouvantables, d'acheteurs délirants, de familles déjantées, d'animaux en folie, tu vois. Donc longue sera la route pour le Valhalla, pour vendre le domaine. Voilà. Voilà, ben parfait, le pitch était parfait. Alors comment ça se fait que tu t'intéresses, parce que quand même au bout d'un moment on se dit mais c'est des histoires, ça devient obsessionnel chez lui toujours ces histoires d'héritage. Oui. Alors c'est quoi d'où ça devient ces histoires? Toujours propriété, héritage, coup tordu dans les familles, héritage avec chantage, voilà. Alors pourquoi? Alors déjà Alice, tu vois, on m'a déjà dit mais tu t'inspires de ta famille. Non, tu dis non, surtout pas. Si, j'ai reconnu celui-ci, j'ai reconnu celui-là. Ah, tu vois, j'ai eu des problèmes monstrueux. Non, alors maintenant, tu sais, j'ajoute tous les événements présents dans ce livre n'ont aucun rapport. Oui, j'ai été obligé de l'ajouter, tu vois, parce que dans l'héritage de Tata Lucie, on m'a dit, oh ben dis donc, celui-là, qu'est-ce que tu lui as mis? Non, mais c'était pas lui du tout, tu vois. J'ai dû vraiment prendre des précautions, tu vois. Dans l'héritage de Tata Lucie, je fais une petite digression, après je reviendrai à Longue et la route. Il y a un moment donné, il y avait une prostituée à Pau qui étalait ses charmes, tu vois, tout en haut d'un immeuble, tu vois, elle était très connue, la dame. Et il y a un monsieur qui vient me voir lors d'une séance de dédicace et qui me dit ah oui, je l'ai très bien connue, cette dame, je l'ai très bien connue. Tiens, on sentait il était heureux, tu vois, ça lui rappelait des souvenirs à ce monsieur. Bon, alors donc effectivement, il y a beaucoup de moi dans les histoires d'héritage. Mais tu sais, les histoires d'héritage, tout ça, ça plaît énormément. Hein. Ben, faut croire. Voilà, ce sont des thèmes universels. La famille, c'est un thème universel. Et c'est vrai que ça me plaît. Moi, ça me plaît. J'avais commencé par Tata Lucie, 11 serpents qui est beaucoup plus diabolique, qui est vénéneux. Vénéneux. Et avec Longue et la route pour le Valhalla, là, je reviens à une comédie beaucoup plus légère, hein, avec un happy end complet, avec des personnages farfelus un petit peu comme Tata Lucie. Oui, un peu plus gentils que dans 11 serpents. C'est vrai qu'ils sont... Il n'y en a pas un pour rattraper l'autre dans 11 serpents. Voilà, et dans 11 serpents, ils sont tous terribles, tous horribles, avec le pauvre Philippe qui essaie de se débattre, tu vois, puis en fin de compte, non, il ne faut pas spoiler, voilà. Mais bon, même lui, il n'est pas, voilà, quoi. Voilà, tout à fait. Et alors que vraiment, dans Longue et la route à Valhalla, pour le Valhalla, j'ai voulu me faire plaisir, revenir à quelque chose de léger, tu vois, avec de la fantaisie, quelque chose de léger. Je me suis fait plaisir. Voilà, je me suis fait plaisir. Voilà. Et j'espère avoir fait plaisir aux lecteurs également. Voilà. Ben, en fait, les gens qui ont envie de passer un bon moment et voilà, ils ouvrent un de tes bouquins, ils savent que à la fois ils vont pas se prendre la tête et puis ils vont, voilà, ça va certainement leur rappeler beaucoup de choses. Mais quand on parle d'héritage, quand tu regardes par exemple, alors ça n'a rien à voir, c'est du polar, mais quand tu regardes les Agatha Christie, je veux dire, les trois quarts, c'est des histoires d'héritage. Hein. Tout à fait. Presque toujours. Et elle n'a pas tort. Mais oui, ça intéresse tout le monde. Les histoires d'héritage, les histoires de famille, les coups tordus, mais ça intéresse tout le monde. C'est ça qui est extraordinaire. Tu vois, comme dans Il faut marier Bertrand. Alors là aussi, le titre. Je me suis complètement planté. Excuse-moi Alice, je me suis complètement planté. J'ai travaillé 1 an sur ce roman. Bon, je ne sais pas qu'est-ce qui s'est passé Alice.
Je sais pas ce qui s'est passé. Au moment de choisir le titre, j'ai dit que c'est pas mal, il faut marier Bertrand, ça. Et il y a eu, il faut marier papa, il faut marier maman, il faut marier tata, il faut marier l'oncle Paul. Je n'avais pas simplement vérifié. Tu vois le truc de fou. Bon, c'est comme ça, passons, on n'en parle plus. On n'en parle plus, c'est fait, c'est fait. Dans il faut marier Bertrand, là, il y a beaucoup, comme tu l'as dit, tu l'as bien souligné, c'est très autobiographique. Il y a beaucoup de moi quand j'étais jeune. Hein. Il y a beaucoup de moi dans ma jeunesse rock'n'roll. J'étais très rock'n'roll, rock, punk, metal, toute ma jeunesse. Enfin, je suis encore jeune à lycée, je suis encore jeune. Oui. Enfin, à peu près. Et donc, il y a beaucoup de mes amitiés, une belle histoire d'amour, parce que j'aime toujours ajouter une petite histoire d'amour. Je me suis rangé des affaires maintenant. Oui, enfin, bon, on aime toujours, on est toujours. Bon, il faut jusqu'au aimer. Jusqu'au dernier jour. Eh bien, bien sûr. Et donc, il y a beaucoup de mots dans Il faut marier Bertrand, mais c'est un roman un petit peu déjanté. Celui-là, c'est vraiment le plus déjanté, même s'il y a une jolie histoire d'amour à la fin, tout ça. Donc, je me nourris beaucoup de ce que j'ai vécu, beaucoup de ce que j'ai traversé, beaucoup de reportages télévisés, beaucoup de l'actualité. D'ailleurs, on dirait pas parce que on m'a dit ouais, mais t'écris beaucoup de livres pleins de fantaisie, t'écris beaucoup de livres légers. Et en fin de compte, je m'aperçois que je suis assez sombre, assez pessimiste parfois. Ben oui, parce que tes livres légers, excuse-moi, j'ai dit tout à l'heure, ils sont cruels, ils sont pas. Ils sont légers parce qu'ils font rire, mais ils sont mordants, quoi. Enfin, je veux dire, ils sont pas, voilà. Ouais, c'est une autre face de ma personnalité. Puis il y a un côté aussi collapsologue en moi. Tu sais, la collapsologie, la théorie de l'effondrement. Vas-y, raconte. Je vais pas développer parce que sinon il y en a, ils vont dire mon Dieu, arrêtons de suite. Mais voilà, je suis assez révolté, je suis assez pessimiste. Crise climatique, crise sociale, crise financière, crise écologique. Il y a beaucoup de nuages sombres qui s'accumulent et voilà, quelque part, voilà, j'y pense, voilà, ça me fait mal quelque part, et puis voilà quoi. Il vaut mieux. C'est pour ça que tu choisis d'écrire en riant en fait. Voilà. Oui. Même si parfois, tu vois, dans tous mes romans, si tu regardes bien, je glisse toujours, voilà, un petit mot sur l'écologie, un petit mot sur la crise sociale, un petit mot sur les pauvres, un petit mot sur la souffrance animale, un petit mot sur la crise financière, un petit mot sur des trucs comme ça. Et puis voilà, puis quand tu vois qu'il y a de plus en plus de pauvres, on a 9 millions de pauvres en France. Je vais arrêter, parce qu'on va me dire, le syndicaliste est revenu, le syndicaliste est de retour. On arrête Alice, et je passe à autre chose. Alors parlons de musique. Je dérape. T'as remarqué que je dérape. Tu dérapes. Bon alors. Mais heureusement, tu te rattrapes, j'ai même pas besoin de te rattraper. Alors parlons de la musique, alors un peu. Ça va peut-être être plus. Alors la musique. La musique, elle est présente dans tes romans, elle est très présente. Et je voudrais savoir comment, parce que c'est pas évident, parce que la musique c'est sonore, donc et puis là on est en face d'un bouquin, c'est écrit noir sur blanc, il n'y a pas de son. Je veux dire, donc comment tu t'organises avec ça? Alors écoute, déjà je vais te dire, mais c'est très 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 souvent arrivé, en écoutant de la musique, ça imprime en moi des images. Je sais pas comment te dire. Parfois, j'écoute un bout de musique et je me dis, tu vois, je suis transporté. J'ai des séquences qui, tu vois, qui s'impriment en moi. Puis je prends des notes de suite. Je prends des notes. Tiens, ça c'est pas mal, ça c'est pas tin ou fait. Et non, la musique a toujours nourri. Je pense qu'on était la même génération, toi et moi, que ce soit Trust, Star Shooter, Marquis de Sade, AC/DC, Scorpion. Moi, je vais pas tous les citer. Rostatu. Puis il y a eu l'époque punk, bon voilà, on n'en parlerait pas, l'époque metal, tout ça. Non, maintenant c'est Rammstein. Alors, je ne sais pas si tu connais un petit peu Rammstein. Non. C'est du métal industriel. D'ailleurs, personne ne veut m'accompagner voir Rammstein. Pour des raisons que je ne comprends pas, personne ne veut m'accompagner voir Rammstein. Donc j'en parle toujours dans mes romans aussi. Je glisse un petit mot sur Rammstein. Tu regarderas dans 11 serpents, hop, Rammstein. Oui, c'est évident. Voilà. Donc oui, la musique, je suis un enfant du rock, ouais. Je n'hésite pas à dire, je suis un enfant du rock. Et d'ailleurs,
ça déteint sur mon style, tu vois, Oui, qui swing, qui est très dialogué, quoi. oui, Parce oui, que à l'origine, je viens de la bande dessinée. oui, oui. J'étais scénariste de bande dessinée, donc c'est très dialogué et mon style est très dialogué. Voilà, je me qualifie d'auteur populaire. Voilà, je suis pas une pointure, je le sais, je suis pas une pointure, mais j'écris pour les lecteurs, j'écris pour faire plaisir. J'écris dans un style simple, dialogué. Oui, je suis un auteur populaire, ça me va très bien. Ça me Ouais, va très c'est bien. super. Ben, on voit, on le sent. Tu es bien dans tes pompes et c'est super. Voilà. Alors, dis-moi, comment est-ce que tu construis tes personnages? Comment est-ce que voilà, comment tu les choisis? Comment tu les repères déjà Est-ce qu'ils viennent comme ça, tout seul, de nulle part? Tu sais pas toi-même, ou est-ce que tu te dis là, il me faudrait un personnage qui soit comme ça, et tu le construis? Comment ça se passe? Alice, Joker. Non, je plaisante, je plaisante. Non, parce que là, je vais me faire engueuler. Non, non, mais il y a certains personnages que j'ai effectivement repris. Non, franchement, tu sais, que j'ai croqué, des personnages que j'ai connus, Ah que oui, j'ai repris. Il y en a d'autres, mais tu sais, l'imagination est là pour pallier, de toute oui, façon. Mais comme je te dis, je suis une éponge. Hein. Je suis, enfin, comme beaucoup oui, d'auteurs, nous sommes oui. des éponges, toi aussi. Et on voit toujours des petits personnages, on voit leurs petits travers, leurs défauts, puis évidemment, je les explose, je les multiplie par Tu- 10, par 20, leurs oui, défauts. Comme oui. moi aussi, j'ai énormément de défauts. Ouais. Et voilà comment je nourris mes personnages. Ouais. Ça, c'est sûr. D'accord, ok. Bon, donc c'est un mélange. En fait, tu te sers quand même beaucoup, beaucoup dans la vie, quoi. Oui. Je Oui, te dis, je me sers beaucoup dans la vie, surtout pour les intrigues, tout ça. Puis tu sais, tu regardes les informations, tu regardes les drames qu'il y a, tu regardes la vie est est à la fois un drame et une comédie, quoi. C'est la oui, tragicomédie, tu vois, la oui. fameuse tragicomédie italienne, quoi. Est-ce qu'il y a un personnage dans tes romans que tu aimes plus que les autres, que si tu les mets tous bout à bout, auquel tu aimerais Ouais, ressembler, ou ouais, alors qui tient plus de toi, mais plutôt ouais. auquel tu Bien aimerais sûr, ressembler? le personnage le narrateur de l'héritage de Tata Lucie, Ah le ouais. jeune garçon qui a 14 ans, bon, il a énormément de moi, et ouais, et le Philippe de 11 serpents, quoi. Ah oui, le Philippe de Ouais, Ronceau. Mais non, il est ouais, machiavélique celui-là, hein. Il est ouais. machiavélique. Oui, mais Et, bon, parce qu'il est écrivain. Alors, est-ce que c'est ouais. que pour cet Non, aspect-là, ou le caractère aussi? Parce que non, je crois que, ben, tu sais, il y a ce petit côté un petit peu je vous aurai tous à la mal dans fin, sa quoi. Je vous aurai peau, tous à la mal dans fin, sa quoi. peau, un petit peu loser, un petit peu. Ouais, je me suis reconnu. Oui, mais bon, Philippe, c'est un petit peu loser, un petit peu gentil, on le sous-estime, et puis à la Oui, fin, mais voilà, voilà, oui. Ben, mais donc, voilà. ça veut dire qu'il y a un côté en toi qui est un petit peu Toujours, machiavélique, voilà. toujours, C'est-à-dire, toujours, on a tout un petit coup. Voilà, je vous voilà. aurai tous, quoi, à la fin. Vous pouvez toujours causer, je Voilà, vous aurai tous, quoi. tout à fait. Comme il dit, tu sais, à la fin, il dit, celui qui gagne, c'est celui qui baisera le dernier, tu vois. Oui, Excuse-moi, oui, oui, c'est un gros mot, mais bon, c'est dans le roman. Celui qui gagne, c'est, voilà, bon. oui, Et voilà, faut se méfier de l'eau qui dort, et puis voilà, et puis il faut jamais sous-estimer les gens. Faut toujours les respecter, oui, il faut toujours tolérer leurs différences, et tout ça j'adore, parce que même dans des personnages insignifiants, il y a souvent des trésors. Il y a oui. souvent des trésors. Quand j'entends des filles ou des garçons, des femmes ou des hommes qui disent bon, moi je suis nul, je suis pas intéressant, j'intéresse personne. Ou alors quand je vois des femmes qui disent moi je suis laide, mais on est dans une société de l'image qui franchement, moi, ça me plaît pas du tout. Pas du tout. Alors, là, maintenant, c'est celui qui s'apparent le mieux. Moi, tu vois, j'ai toujours été un jean. En fait, tu vois comment je Non, suis mais sapé. ça, sapé, ça a toujours été ça, les gens Oui, mais je veux dire, nous, quand on avait 20 ans, excuse-moi, j'en ai un peu plus. J'avais 40 ans, là, je fête 40 ans, enfin, à peu près, quoi. À peu près. Bon, on était tous en jean, tu vois, on était tous en jean. Et maintenant, c'est une autre génération. Je dis pas que c'est mieux ou moins bien, mais tu vois, c'est pas pareil. Et il y a cette génération de l'image que je me reconnais pas dedans, tu vois. Je me reconnais pas dans cette génération de l'image où tu vois, où il y a cet effet de meute, tu vois, il y a un effet de meute
que j'aime pas, où il y a des jeunes qui se suicident, tu vois, parce que il y a justement ces meutes qui se jettent sur eux, parce que ouais, celui-ci il est comme ça, celui-là il est comme ça, celui-là il pense pas comme nous, celui-là il est moche, celui-là il est gros, celui-là il est maladroit. Et... Bon, je t'arrête, Philippe. Ça y est, tu recommences. Oui, je sais, je dérape, oui, je dérape. Oui, allez, bon, recadre-moi, Alice, recadre-moi. Essayons de voir ce qu'il y a de positif. Allez. Oui, je sais. Je suis aussi pessimiste que toi, donc, mais bon, il faut se forcer un peu. Il faut se dire, bon, allez, dans les réseaux sociaux, il y a aussi des bonnes choses. Il y a des gens, au contraire, qui sont solidaires, Regarde les Indés, par exemple, tu vois. Mais justement, alors les Indés. Je peux faire un petit aparté sur les Indés? Tout petit. Ça t'apprendra à m'inviter en vidéo. Oui. Alors, les Indés, mais ils sont adorables. Adorable, et si j'ai besoin, mais toi la première, combien de fois je t'ai envoyé un mail, Alice, tu peux m'aider, Alice, tu peux me renseigner, t'as été de suite, mais Philippe, pas de problème, Jean-Philippe Touzeau, Céline Barré qui sont adorables, Jérôme Dumont, Chris Simone, Florent Denison, Lou Desmurs, Alan Spade. Je sais pas, j'ai comme ça ce nom qui me vient, mais tous. Je vais arrêter là parce que j'en oublie une tonne et je vais me faire engueuler. On va se faire engueuler, Alice. Florence Clairefeuille, Patrick Ferrer, qui Sonia Dagotor, Lati Daniel, mais tous. Mais Lati Daniel qui est adorable. On en oublie des tonnes. Tous les deux, on va se faire engueuler sur ce coup. Oui. Bon, allez, pardonnez-nous les Indés. Bon, tous les Indés sont adorables. Bon, à part un ou deux avec. Non, il y en a qui le sont pas, il y en a qui sont. Bon, on va pas redevenir pessimiste. Il y en a quelques-uns, tout petit pourcentage, allez, on va dire 2%. 2% qui sont, mais odieux, au contraire. Bon, ceux-là, on n'y pense pas, voilà. On n'y pense pas, mais la majorité, c'est la solidarité. Alors, une chose aussi, quand même, tu as situé tous tes romans dans le Béarn. Donc, voilà, on entend bien que tu es du Sud-Ouest. Donc, tu aimes. Alors, pourquoi tu les situes toujours là-bas, quand même? Et alors, une autre question que j'avais, est-ce que ton humour, c'est de l'humour béarnais? Alors, dire que c'est de l'humour béarnais, je sais pas. Franchement, ça, je sais pas. Pourquoi le Béarn? Parce que je suis originaire du Béarn. Déjà, pour moi, j'adore mon Béarn. Voilà, je suis béarnais. Je suis fier d'être béarnais. Oui, je suis profondément ancré dans mon petit Béarn, mon Vic-Bilh, le vieux pays, tu vois, à côté de Pau, pour ceux qui connaissent tout ça. Ah non, j'adore mon Béarn. Je suis très bien. Nous avons un microclimat. Tu sais qu'on a. Ah oui, je sais. J'ai passé 3 semaines dans le Béarn. Je vais te dire, pour moi, ça représente la renaissance parce que j'avais eu un accident et je suis allée 3 semaines à Saliès de Béarn. D'accord, oui, je connais très bien. Ça m'a fait, j'ai revécu, c'est-à-dire grâce à ce séjour de 3 semaines, je suis arrivée comme une petite vieille, je suis repartie, je pétais la forme, et donc, et j'en ai un souvenir particulièrement attaché à cette région, voilà. J'étais sans voiture, j'ai pas pu beaucoup me balader, de toute façon j'étais obnubilée par mes soins, mais oui, et j'ai adoré, je suis passée comme ça très rapidement à Pau, j'ai trouvé ça superbe, tellement beau, et je me suis promis de revenir visiter Pau, parce que cette pierre calcaire blanche, j'ai réalisé que c'était la capitale de la Navarre. Ça m'a absolument séduite parce que voilà, Henri IV, etc. Enfin bon, c'était superbe. Et voilà, je retournerai, mais pour les vacances, pour le plaisir. Mais c'est vrai que le Béarn, voilà, j'ai un souvenir particulier. T'as pris le funiculaire à Pau? Non, je te dis, j'étais dans un état à la petite cuillère quand je suis arrivée, donc je suis juste passée comme ça, j'ai vu, puis après je suis partie à Saliès de Béarn. Voilà. Tu sais, dans tous mes romans, je glisse un petit mot sur Pau, sur Morlas, qui est aussi une très jolie petite ville, sur mon Vic-Bilh, alors c'est plus vers ici, quoi. Non, mais j'ai un attachement profond au Béarn, et même je vais aller plus loin, Alice, je suis très fier de mon accent. Très fier de mon accent, mais franchement, bon, alors c'est vrai, certains, tu sais, il y a toujours parfois une petite moquerie, mais non, je suis très fier de mon accent, et je le trouve chantant, je le trouve très agréable. Il y a beaucoup de gens qui me disent c'est mignon comme tout. Non, je suis très fier de mon accent, et je vois qu'il y a parfois des gens qui essayent de perdre leur accent. Non, moi je le cultive. C'est bien. Alors, je voulais te demander une chose, est-ce que tu te souviens de... Parce que bon, tu as commencé par la BD, mais donc ça veut dire que tu voulais écrire quand même. Donc tu te souviens à partir de quand est-ce qu'il y a eu un élément déclencheur quand tu étais enfant peut-être, ou quand est-ce que et comment tu as décidé d'écrire les tout premiers moments? Tu sais, déjà je vais te dire, j'ai toujours beaucoup lu. Tu as dû connaître, j'étais un immense fan
de Bob Moran, Henri Verne. Mais je dois en avoir 120 ou 130 dans les éditions originales, tu vois. Et quand j'étais avec mes cousines ou mes copains, alors j'étais toujours le meneur, je racontais les histoires, alors les pirates, les forêts vierges, les aventures, les trésors, tout ça. Alors je développais, j'adorais ça, tu vois. J'adorais ça. Et j'ai toujours aimé raconter. Toujours. Et puis, ça m'est venu, j'ai commencé à écrire à l'âge de 18 ans, et parce que j'adorais la BD. Je suis venu à la BD avec, je sais pas si tu connais, je sais pas si tu connais de Moki, Poupie et Nestor, c'était dans Fripounet. Non. Magazine catholique. J'étais enfant de cœur quand j'étais jeune. Ah oui, d'accord. Voilà. Alléluia. Et voilà, j'étais enfant de cœur quand j'étais jeune. Et donc, il y avait Moki, Poupie et Nestor que je préférais. Attention, je vais dire un blasphème. Je vais blasphémer. À pif. Non, je préférais à Astérix. Ah, d'accord. T'imagines, le blasphème. Alors maintenant, j'en parle, on me dit, mais mon Dieu, tu devrais avoir honte. Non, je n'ai pas honte. J'adorais Poppy, Mookie et Nestor. C'était une histoire d'Indien, c'était un peu délirant, quoi. Et j'adorais. Et puis ensuite, je suis passé aux BD plus adultes, je suis passé au Marvel Comics Group, aux super-héros, tout ça. Et puis, j'ai commencé par écrire donc ce scénario qui s'appelait Les Processionnaires, une histoire fantastique, que j'ai présenté à Albin Michel, comme ça, au culot. Je sortais de nulle part, tu vois, c'était un truc de fou, tu vois. Mais ça bien des années plus tard, là je te parle bien des années plus tard. Donc j'ai envoyé ce projet, ce scénario, j'avais aucun dessinateur, j'étais pas connu, je connaissais personne, tu vois. Donc j'ai envoyé ce scénario à Albin Michel. Bravo. Ils m'ont fait monter à Paris. Ils m'ont demandé de tout retravailler. Ah, je suis rentré, j'étais cassé, évidemment. Je me disais, ça y est, je vais signer. Non, tout refaire. Bon, alors j'ai tout refait. Et au bout d'un an de travail, de relecture, de correction, ils m'ont mis en contact avec un dessinateur, et puis voilà, l'aventure est passée. Oui, dis donc, bravo. À débuter, quoi. Voilà. Et ensuite, j'ai travaillé avec des auteurs italiens, j'ai travaillé avec des Américains, avec des Brésiliens. Non, la bande dessinée, ça a été un grand amour pour moi. Oui. Un grand amour. Super. Bon, j'espère que bientôt on pourra aussi en faire vraiment sur Kindle et en indie. Oui, quoi. tout à ça serait bien. Tout à fait. Tout à fait. Bon, ça arrivera. Tout à fait, Alice. Ça arrivera. Ouais. Mais oui. Alors, on arrive à un moment que j'adore, c'est où je vais lire un extrait de ton roman. Donc, je vais lire un extrait de Longue est la route pour le Valhalla. Alors, c'est le moment où, parce qu'il y a un facteur qui est un peu spécial, qui picole et qui est un peu fâché avec notre héros. Et quand il arrive là, bon, alors, j'en dis pas trop parce que bon, il faut pas spoiler non plus, mais voilà, je lis l'extrait. Un instant plus tard, nous enterrions définitivement la hache de guerre autour d'un verre de Ricard. Enfin, de plusieurs verres pour Monsieur Petit. Bien entendu, j'avais pris soin d'enfermer Captain Surcouf au salon. Captain Surcouf, c'est le perroquet. Un des 4 animaux infernaux. Alors, ce n'était pas la peine de provoquer un nouvel incident diplomatique. Nous bavardions gentiment des choses de la vie et de l'amour, et le débit de parole suivait la courbe du débit de boisson. Tout le monde sait que l'alcool délie les langues. Je peux vous dire que la sienne était libre de toute entrave, un véritable moulin à paroles. Il venait de vider son 4e verre et jeter un œil gourmand sur la bouteille d'apéritif. Je savais ce qu'attendait le bougre, mais il avait trop bu et je ne voulais pas qu'il prenne le volant en état d'ébriété. Je crois que c'est un peu tard, excuse-moi pour les apartés. Monsieur Petit, je pense qu'il serait plus sage d'en rester là, point de vue alcool. Il ne faudrait pas que vous ayez un autre accident. Vous inquiétez pas, me lança-t-il en rigolant, vous êtes le dernier de ma tournée. Quand je suis, disons, fatigué, je planque ma voiture à l'orée d'un bois et je roupille. Il se pencha vers moi, me soufflant une haleine bien chargée en pleine figure. Et puis, zut, on n'a qu'une vie, il faut en profiter. C'est d'ailleurs ce que je dis à ma femme, va faire du jogging, que je lui répète. Pendant ce temps, elle me fout la paix. Et comme ça, moi, peinard, je m'envoie quelques verres, termina-t-il en hurlant de rire. Je supputais que Madame Petit devait s'envoyer autre chose durant ses escapades sportives, mais comme vous devez le savoir, toute vérité n'est pas bonne à dire. Vous vous trompez, Monsieur Petit. Tant au niveau mathématique, je parle des probabilités, que philosophique, il est impossible que nous n'ayons qu'une vie. Nombreuses sont les religions à nous promettre dans l'au-delà une éternité de bonheur. Non mais vous imaginez le truc, 75 ans à vivre sur Terre en moyenne et des centaines de milliards d'années, je ne sais pas combien dure l'éternité, à jouir au paradis ou à brûler en enfer. Franchement, quand on y pense, la vie d'un être humain est une infime particule dans la dimension temporelle.
Je suis fermement convaincu que nous nous réincarnons à l'infini dans des infinités de vies, d'êtres ou de choses, selon nos bonnes ou mauvaises actions en ce bas monde. Par contre, je ne connais pas l'entité qui décide. Là, vous êtes en train de vous dire que M. Petit ne devait pas être le seul à avoir abusé de la dite bouteille. Et vous auriez certainement raison. À ma décharge, je n'avais pas l'habitude de boire, et il suffisait de peu de verre pour que je sorte la guitare. Expression fleurie venant du frangin qui signifiait que je me lançais dans des diatribes enflammées. Le facteur me regardait comme si je venais d'une autre planète. Pour lui, surtout en cet instant, tout ça n'était que verbiage incompréhensible. C'est à ce moment que M. Petit décida de partir. Il tenta de se relever, mais ses jambes chancelantes refusèrent de le porter. Je me précipitai vers lui pour l'aider, je le pris par la taille et l'emmenai vers la chambre du rez-de-chaussée. « Vous allez dormir ici, ce sera plus prudent. »« Merci, balbutia-t-il. Je ne sais pas ce que j'ai, une grande faiblesse. » Nous passions juste devant la porte fermée du salon quand il acheva. « Sans doute le plaisir d'avoir renoué avec vous. Je suis trop sensible. » Ça se sent. C'est à ce moment que la voix criarde de Captain Surcouf retentit derrière la porte. « Pardon, excuse-moi. »« V'là le cocu, v'là le cocu !» Petit se figea sur place. Son visage perdit toute couleur. Je crus sur l'instant qu'il allait hurler après le perroquet. Mais je me trompais. Son corps se relâcha d'un coup et le bonhomme éclata en sanglots douloureux. « Il a raison, l'emplumé. Tout le monde sait que je suis cornu dans la région. Je suis cornu. » Je peinais à l'amener dans la chambre de Michou. C'est qu'il pesait, le bougre. Je réussis néanmoins à le porter jusqu'au pieu où il s'effondra comme une masse en continuant à pleurer. Je lui enlevai les chaussures et lui mis un oreiller sous la tête. Je sentais en lui un brave gars et il me faisait vraiment de la peine. Il me prit la main avec fièvre et continua. « Je l'aime, ma Simone, vous savez. Je m'en moque qu'elle s'envoie en l'air avec d'autres pourvu qu'elle reste avec moi. On dit que les cocus sont aveugles, mais c'est faux. Ce sont des gosses qui jouent à Colin Maillard avec l'amour. Ils se cachent les yeux pour ne rien voir et ils tendent leurs mains pour attraper leur belle. Mais ils se mentent. Ils savent très bien qu'ils n'attraperont jamais rien. » Et il se remit à sangloter convulsivement en s'accrochant à moi. Je m'étais trompé sur M. Petit. Le prenant pour un personnage primaire, indélicat, en fait, il cachait des trésors de sensibilité. « Et puis je m'en moque que ma femme ne veuille plus faire l'amour avec moi, » continua-t-il, quelque peu apaisé. Je sentais que cette confession lui faisait du bien, car il me regardait maintenant avec un sourire apaisé. Si elle le fait avec d'autres, c'est quand même de l'amour qu'elle ramène à la maison. Et puis, à mon âge, on recherche surtout la tendresse. Il se mit à caresser tendrement ma pogne. « Vous ne croyez pas ? Certes, effectivement, le brave homme avait visiblement besoin de tendresse, mais je ne voulais pas que son manque affectif ne l'entraîne vers des débordements gênants. Soudain, il fronça les yeux et passa une main sous son drap. Il éclata de rire en ramenant une boule de poils sur son ventre. Je reconnus aussitôt le pucier. Alors ça, c'est un deuxième des 4 animaux, qui est un chat toujours plein de puces. « Oh, mais qu'il est mignon, ce matou !» Il caressa le dos du chat qui se mit aussitôt à ronronner de plaisir. Branle-bas de combat chez les puces, ça sautait de tous les côtés. Trop tard pour faire partir M. Petit, je ne pouvais que m'éloigner. « Vous me laissez ?» me lança-t-il d'une petite voix angoissée. « Oui, j'ai affaire, mais vous serez en bonne compagnie. »« J'aime les chats, soupira-t-il en relevant le drap jusqu'à son menton. Ils donnent sans compter, ils n'attendent rien en retour. Celui-là, je confirme qu'il donne beaucoup. Je devrais prendre un matou. Vous ne voudriez pas me laisser le vôtre ?» Il commençait à tomber dans les bras de Morphée, qui, on devait bien souvent le reconnaître, n'était pas du genre difficile. « On en reparlera tout à l'heure. Dormez un peu, ça vous fera du bien. Je l'aime, ce chat, je me sens bien avec lui, je me sens entourée. » M'est avis que d'ici quelques heures, il changerait d'avis sur le félin. Voilà, j'arrête là. Donc, on voit, tu as choisi un bon extrait parce que on voit un peu ton style, on voit un peu la façon dont tu traites les personnages. Et puis, on a deux des animaux du retour vers le Valhalla, longue et la route vers le Valhalla, qui sont là. Alors, il y a aussi un âne et puis il y a aussi un cochon. Alors, ça m'a fait penser un peu au conte. Tu sais, le conte de... Alors, il y a l'âne, le cheval, l'âne, le cochon et la poule. Non, c'est quoi ce conte? Je ne sais pas. Tu connais pas? C'est un conte très célèbre ouais. français, oui, avec 4 animaux infernaux. Ah oui. Ah ben, il faut que tu lises ça parce que ça va te faire penser à ton roman. Et alors, tu vois, en réécoutant ce morceau, je m'aperçois, tu vois, de toute la tendresse que j'ai pour mes personnages, même
même les plus insignifiants ou tu vois ceux qui ont une enveloppe un petit peu grossière ou une apparence grossière. Et en fin de compte, ce facteur n'est pas un personnage monolithique en fin de compte. Tu vois, on le voit picolé, un peu grossier. Et puis en fin de compte, il cache des trésors de tendresse, tu vois. Oui, et de tolérance, et d'ouverture, Voilà, et de voilà. tolérance, Et voilà, d'intelligence du cœur. voilà. C'est un passage qui me plaisait beaucoup. Il y en a d'autres comme ça, mais celui-là, je l'aime bien en fin de compte. La Bon. fin aussi, j'aime bien. Oui, Bon. oui. Je travaille beaucoup les fins, tu sais. Tu sais que je commence toujours par la fin, Alice. Ah oui? Ah oui, Ah, je ça, commence c'est toujours par la fin. intéressant. J'écris toujours la fin. Comme ça, je sais où je vais. Et ensuite, tac, 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 j'emprunte tous mes chemins pour arriver à la fin. Ah oui, d'accord. Ouais. Ça, c'est intéressant, alors, ouais. Ouais. Oui, oui. Oui, je suis l'un des seuls à travailler comme ça, Oui, d'ailleurs. oui, Et oui. j'écris la fin, tu vois, la dernière séquence, ou carrément, oui, voilà, la dernière séquence. Et ensuite, je serpente. Ah oui. Je serpente pour arriver à la fin, tu vois. Oui, oui, c'est rare. La plupart, en fait, ils ont à peu près la fin, mais pas de façon très Ouais. précise, et parfois ça peut changer. Donc, oui, oui, oui. Alors, donc, où est-ce que tu écris quand? Le matin, l'après-midi, tu as un bureau, parce qu'il y en a qui écrivent partout, dans les trains, voilà, il y en a qui restent chez eux, il y en a... Non, moi, il me faut le calme absolu. Ah Le ouais. calme absolu. Non, il me faut mon bureau, surtout le matin. Je me lève très tôt le matin, 6h30, 7h. Non, jusqu'à midi. J'écris surtout le matin. Après l'après-midi, bon, j'ai une maison à la campagne, alors je débroussaille, je tond, j'entretiens, je vais faire du bois. L'homme de la campagne, tu sais. Ah oui. Non, j'écris surtout le matin. Très tôt le matin, D'accord. jusqu'à midi. Voilà. Et toujours à mon bureau. Toujours à mon bureau. Je supporte pas le moindre bruit. Je peux pas. Il Ah me oui, faut le oui, calme d'accord, total. d'accord, d'accord. Calme total. Tu mets de la musique, j'imagine, quand même. Non, Non, même pas. non. Même à la musique, ça me trouble. Ah oui. J'arrive pas à me concentrer, tu vois. Non, il me faut le calme total. Et alors, tu vas rigoler, j'ai même dû changer 2 fois d'ordinateur parce qu'il faisait trop de bruit. Oh, incroyable. Ah oui, tu sais, la soufflerie du ventilo, Oui, tu vois. oui. Non, ça faisait trop de bruit, ça me convenait pas du tout, donc Tu je dois l'ai avoir une bazardé. sensibilité auditive Oui, particulière. je Oui, suis très sensible, très oui, sensible. oui, 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 oui. Ah ouais. On me le dit souvent, Philippe, tu es très sensible. Alors, donc, Ah oui. puisque tu as fini maintenant avec les héritages, alors, quels sont on va terminer sur cette question, enfin, pas tout avait terminé, mais Ouais. voilà, c'est une des questions, une des dernières questions. Tes projets, ton projet, Alors, qu'est-ce que tu écris en ce moment ou qu'est-ce que tu envisages d'écrire? alors peut-être une nouvelle comédie, mais à 4 mains cette fois. Ah, Il y a bien. une personne qui m'a contacté, donc on est peut-être en train de réfléchir à un projet à 4 mains. J'ai aussi dans les tuyaux un projet, mais très dur, très sombre. Alors bon, là j'ai un petit peu peur aussi de déstabiliser mon lectorat, donc à voir, à voir. Oui, Et puis je réfléchis encore à une nouvelle comédie. oui. Voilà. Donc j'ai pas mal de petits projets. Je suis en train de démarcher aussi des producteurs de cinéma. Ah, Parce que bien. le fossile d'acier, au départ, c'est un scénario de cinéma que j'ai transformé en roman. Et bon, j'y crois, mais enfin, le cinéma, faut pas rêver, tu sais, c'est hyper bouché, c'est Je ultra sais. difficile. Bon, j'ai rien à perdre de toute Oui, façon, oui, donc oui. voilà, je participe à des concours pour le cinéma, je balance le scénario à des producteurs, je suis sur We Film Good, je sais pas si tu connais, c'est un site qui met en contact scénaristes et producteurs, ainsi que réalisateurs, c'est très bien fait. Donc voilà, j'ai pas mal de petits projets comme ça et dont je prends des notes. Pour l'instant, je prends des notes. Enfin, Ah, là j'en suis à super. la période de promo de mon Oui, roman. oui, de Voilà. la sortie de ton roman. Tout à fait, tout Longue à est la fait. route pour le Valhalla et longue est Voilà. la Là route je pour bosse, accompagner la sortie du livre tout à aussi. fait. Je bosse sur les publicités Facebook. C'est une horreur. Ah, Ben c'est voilà, une horreur. voilà. Ben Il y ça, en on a va qui, pas il y en a l'aborder. qui, On va pas il y en a qui, l'aborder. oui. Et Alice, il y en a qui y arrivent très bien. Je te jure, il y en a qui arrivent très bien. Moi, ça fait 1 an que j'y bosse dessus, je décolle pas. Mais Voilà, ça fait, bon, si tu veux bien, voilà, parce que comme, il n'y a pas de voilà, problème. c'est trop long là, ça va nous faire. C'est Et très puis long. c'est technique, ça va, C'est bon, les hyper lecteurs technique. s'en fichent, voilà.
Donc, alors, ben, on va terminer sur, bon, ben, déjà, j'invite tout le monde à lire tes livres et puis à se faire leur propre idée, hein, c'est comme ça que ça marche. Et on leur a donné des échantillons, on leur a donné un extrait de ta personnalité. Donc, voilà, avec ça, ils vont pouvoir déjà savoir s'ils ont envie ou pas de te lire. Et ceux qui auront envie de te lire, eh ben voilà, je les invite à le faire. Alors, est-ce que tu veux bien terminer sur, alors, tu as le choix, ou une devise, ou un conseil d'écriture, ou un secret? Oui, il y a une citation que j'aime bien, qui est dans Loin des Fauves. Elle n'est pas de moi, ça vient de la Bible, c'est extrait de la Bible. Tu vois, j'élève le niveau là. Oui, oui. Élevons le niveau. Élevons le niveau. Qui est déjà très élevé, Oui. Alice. Qui est déjà très élevé avec nous deux. J'adore cette citation, je l'ai trouvée très très belle, c'est pour ça que je l'ai reprise. Ça, c'est sorti de la Bible, c'est extrait de la Bible. C'est il lui sera beaucoup pardonné parce qu'elle a beaucoup aimé. Voilà. Très beau. Je la trouve magnifique. Super. Ben, Voilà. écoute, on va terminer sur ça. Ben, je te remercie, Philippe, de m'avoir accordé tout ce temps. Vraiment, c'était un plaisir. Et je te souhaite vraiment le meilleur pour tous tes romans écrits et à écrire. Voilà. Merci Alice. Merci à toi. C'est très très fort. C'est très gentil. Ça a été formidable. Allez. Un beau moment de partage.